On va y aller, moi. Ouais, t'en as en masse, quand t'étais à 60 et quelques. Okay. Ouais, puis je fais le problème. Comme une réaction, là. Ils sont deux, tes pitons? OK. Hey, de retour à Saint-Hyacinthe. M. Trudeau, il est à veille d'arriver. Ils viennent de l'annoncer. Puis toutes les personnes dans la salle pourront se lever et poser des questions. Et probablement que je vais aller poser une question s'il le permet. Donc, petite question préparée, toute simple. J'aimerais savoir si le Parti libéral de M. Trudeau a l'intention de déléguer des enquêteurs de la GRC concernant des réseaux de traite d'enfants qui sont parmi les services sociaux à travers le Canada, dont ici au Québec, sous la tutelle du DPJ. Donc, je veux voir si M. Trudeau est prêt à développer un budget ou sinon de m'assigner un enquêteur de la GRC pour pouvoir faire des vraies enquêtes, ce que les policiers n'ont jamais fait dans le passé concernant la traite d'enfants au Québec. Donc, c'est ça mon but. Puis, on verra bien. On attend M. Trudeau. On va rester poli. Ça va super bien dans la salle. Puis, il y a énormément de monde, de groupes sociaux. Je pense qu'il ne s'attend pas à voir des gens de Storm Alliance, des gens de la Meute et des Gilets jaunes. Je pense que M. Trudeau va rester surpris de savoir qu'il y a environ, je dirais peut-être un 60% des personnes ici font partie des groupes identitaires. Puis je vais vous tourner, puis je vais vous montrer un petit peu. Puis il y en a plusieurs d'affichés que je vais aller voir. Il y a des gilets jaunes, il y a des gens de la Meute. Oh oui, elle manque beaucoup de confiance en elle. Puis elle a trop peur de déranger parce qu'elle sait que c'est une fille qui est beaucoup énervée. À cause de ça, elle est plus énervée. Et Patricia qui est là, la blonde Antonio. Et pognée à être avec un fan de Broom, c'est-à-dire qu'il n'est pas chanceux. Les pays mettent pas ça en l'air. Donc, il y a des médias en masse. Vous allez pouvoir voir en live les questions qui vont être posées, puis voir les réponses qu'il va donner. Que c'est fait vraiment, ça a l'air d'être fait comme un genre de table ronde. Là, les chaises là-bas sont assises en rond, donc il ne sera pas en train de faire un speech sur un stage. Il va être assis quelque part dans la salle. Puis on nous a avisé qu'il va arriver d'une minute à l'autre là, dans quelques instants. Donc, si vous voulez patienter, restez en live. Puis moi, j'avais plus de batterie sur mon cellulaire. C'est mon ami Stéphane qui m'a prêté son cellulaire pour que je me logue pour vous montrer en live ce qui va se passer ce soir. Donc, il restait 64% de batterie, que je sais pas combien de temps ça va durer là-dessus, mais on va vous souhaiter que ça dure le plus longtemps pour que vous assistiez aux réponses de M. Trudeau. Et en jasant avec les gens, il n'y a pas beaucoup de gens à Saint-Hyacinthe, il y a beaucoup de gens de l'extérieur. Il y a des gens qui ont sûrement des questions intelligentes à poser et on attend des réponses intelligentes. OK. Il y en a deux là derrière. Hey, salut Mario Desmarais. Bonjour Brigitte Bélanger, bonjour à tout le monde. Hey, s'il y en a qui ont des questions à poser, je ne regardais pas l'écran, là, mais s'il y en a qui ont des questions à poser, ah ben. Elle arrive de passer l'Halloween.
Fallait que je t'appose. Je savais que tu me sauterais pas dessus. Non, mais il y avait plus de sport. C'est dans ton champ de vision, Maria? Hein? Il y avait plus de sport, surtout dans ton champ de vision. Ouais, ben là, tu l'es, là, t'es carrément dans l'écran. Tout le monde te regarde, il y a plein de bonhommes qui rient. Ouais, oui, t'es en live. Le dos de me pogner dans tes lèvres. Ben, dis-les donc que tu le savais. Mario Trudeau, il veut prouver quoi, Saint-Hyacinthe? Il devait sûrement penser endormir les gens de Saint-Hyacinthe. De toute façon, supposément que Saint-Hyacinthe, c'est orange. Donc, Pas supposément, c'est Orange NPD. Ça, c'est confirmé à 100%, c'est Orange NPD. Il y a plein de monde ici à soir qui ne viennent même pas sur Saint-Hyacinthe. Vous voyez que les libéraux, bon, ça n'a pas une pousse. bon, ben... Et voilà, Trudeau, il est venu dans un piège à questions. Donc, en espérant que les gens posent des questions intelligentes, puis des vraies bonnes questions, pour voir s'il y a un petit peu d'intelligence à répondre à des questions qui ne sont pas prédéfinies. On va voir comment est-ce qu'il va patauger là-dedans. Louise Fournier t'a posé une question. Posez la question de l'ONU, pourquoi nous ne l'avons pas su et se préparait depuis 3016. Ben, je vais y poser la question dans 98 ans ou 99 ans. Sûrement 2016. Non, on ne s'attend pas à ce qu'il s'esquive, Claudette, parce qu'il y a énormément de gens. Regarde tout ce qui a été déplacé des médias, plusieurs caméras, donc je présume que tous les réseaux de télévision au Québec sont présents. Et il y a beaucoup d'agents de la GRC, Sûreté du Québec. Il y a beaucoup de manifestants qui sont dehors, de la meute qui sont là, qui manifestent dehors. Puis il y a énormément de policiers. Il y a même déjà les paniers à salade s'il y a quelque chose qui est supposé se produire. Donc, c'est sûr que M. Trudeau ne restera pas enfermé dans la toilette du centre communautaire. Donc, on devrait le voir un petit peu. Ils sont là, regardez mes lives, ils sont ça. Hein? Ben là, ça a l'air vide, ouais. J'ai peur de cette gang-là qui ne me laisse pas poser ma question. Hein? J'ai peur de cette gang-là qui ne me laisse pas poser mes questions. Ben non, en principe, il ne devrait pas avoir de problème. On verra bien qu'est-ce qu'il va décider.
Francine Plante, il fume du pot. Ouais, il est peut-être en train de se rouler un gros spliff pour se calmer. Il est peut-être sur le nerf. Ceux qui roulent sur ce programme-là, ils ont les bobettes différentes, eux autres. Le Beautiful Justin arrive. Ouais. Ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'on est plein de nonos pour venir voir Trudeau. Ça, c'est cool. Sérieux, il nous a traité de nonos quelques fois. Puis, ben, il va voir qu'on est là. On n'est pas si nono que ça. On s'est déplacé. Que je retourne la caméra pour que vous voyez ce qui se passe dans la salle, pas que je vous montre ma face toute la soirée. Je viens de penser à ça. Si jamais je pourrais poser 2-3 questions, ça me tente quasiment de se poser la question s'il a gardé la réserve des SQDC chez eux ou dans son truck. Parce qu'il a l'air à garder le stock pour le fumer tout seul. Non, mais sérieux, là, il y a tellement de questions qui risquent de se poser ici à soir que ça risque d'être comique de voir les questions et les réponses. Que j'espère qu'il va arriver sous peu et que je vais avoir assez de batterie, mais il y a quelqu'un d'autre qui va faire son cellulaire, que si jamais je manque de batterie avec ce téléphone-là, ben, je vais pouvoir obtenir un autre téléphone pour vous remettre en live. Que donc, on va espérer qu'il n'arrive pas dans 2 heures, parce que je suis sûr que dans 2 heures, j'aurai plus de batterie. Mais si ça vous tente de rester en ligne pour voir tout ce qui va se passer, moi, je vais toffer le plus longtemps possible en live. En attendant, ben, regardez la foule. Ah, juste vous dire en passant, le personnel qui s'occupe de l'accueil ici dans la salle et tous les policiers rencontrés, les agents de la Sûreté du Québec, tout le monde est très respectueux. Puis même là, j'ai mis une casquette de Storm Alliance et on a le droit d'avoir les couleurs, tout se fait dans le respect. Vraiment, ça risque d'être une belle soirée correcte. Il n'y aura pas de grabuge qui va se faire ici. Puis tout se fait dans le respect. Donc, ça va être juste le fun d'avoir l'opportunité de l'avoir proche de nous autres, puis de lui poser des questions, puis d'entendre ce qui va se passer comme question. J'ai hâte de voir les réponses, j'ai hâte de voir sa réaction aux questions, voir comment de temps qu'il va patiner, voir s'il va me patiner sa bottine ou il va se tenir debout sur ses patins comme un homme. Ça fait que on va voir ça dans pas long. Que je vous retourne ça. Ah oui, que c'est mon bien, moi tout le monde est en retard, ça m'écoeure. C'est ça, attends. Comment l'urgence? Ah, oups! On va te mettre dans la caméra. On va avoir des vues en masse. Ça regarde dans le coup de l'arrêter puis recommencer à m'égarer. Ouais, Ça va 68% de batterie, c'est pas pire. C'est parce que je veux le pogner à l'arrivée, je veux voir la réaction. Ça va applaudir. Moi, sérieusement, là, je ris, là, mais j'ai hâte de voir la réaction de Pierre Dion. Hein, Pierre, j'ai hâte de voir ta réaction si tu vois mon live, là. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire quand Trudeau va arriver. Oh! Mon nom est François-Philippe Champagne.
Je suis ministre de l'Infrastructure des collectivités du Canada. J'aimerais d'abord vous dire la bienvenue. Hein? Bienvenue ce soir. Vous allez bien? Oui, bon, c'est bien. Écoutez, j'aimerais d'abord vous souhaiter la bienvenue à Saint-Hyacinthe. Vous remercier de participer à un grand événement démocratique. Honnêtement, ce soir, vous allez voir dans le respect. Non, mais vous allez voir, monsieur, moi j'en ai fait une quinzaine, vous allez voir tantôt. Attendez, donnez-nous une heure, vous allez voir. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est un grand événement démocratique. Vous allez avoir la chance de parler au premier ministre, de poser des questions. Je pense que la règle d'or, c'est le respect. C'est le respect, c'est donner la chance à chacun et chacune de pouvoir s'exprimer. Moi, je veux juste souligner la présence du maire Corbeil qui est ici, qui nous accueille avec la préfète. M. Corbeil, le début de la semaine ensemble, M. Corbeil et moi. Vous savez, Saint-Hyacinthe est une ville accueillante, 55 000 personnes, une ville qui a su intégrer beaucoup de gens dans sa collectivité. Je vous dirais une ville innovante. Pour ceux qui ne connaissent pas Saint-Hyacinthe, un des plus gros technoparcs agricoles, qui fait l'envie non seulement du Québec, mais je vous dirais du monde, mais surtout une ville verte. Si vous connaissez Saint-Hyacinthe, vous allez voir avec l'usine de biométhanisation, qui n'est pas non seulement la plus grande au Québec, pas seulement la plus grande au Canada, mais la 5e plus grande dans le monde. Alors, Monsieur le maire, chapeau à vous, aux citoyens du Québec. C'est une ville qui souvent détourne en vert, c'est une ville qui suit innover, c'est une ville qui voit loin. Permettez-moi seulement de vous présenter certains des collègues qui sont ici. Jean-Claude Poisson est avec nous. Jean-Claude est secrétaire parlementaire à l'agriculture, qui est avec moi. J'ai mon collègue Jean Rioux qui est ici aussi, qui est député à la Chambre des communes avec nous. J'ai ma collègue, évidemment, Marie-Claude Bibeau, qui est ministre du Développement international, qui fait, je peux vous dire, fureur à travers le monde. Donc, ceux qui la connaissent, c'est elle qui a fait l'avancement des filles et des femmes à travers le monde. Et pour finir, je vous présente M. Pierre Breton, le député de Shefford, qui, lui, va vous présenter notre premier ministre. Alors, je lui laisse la parole pour vous présenter notre premier ministre. M. Breton. Merci. Mon nom est Pierre Breton, député de la circonscription de Shefford, à Granby, la circonscription de voisine. À mon tour de vous souhaiter bonsoir ici à Saint-Hyacinthe. Je ne fais pas évidemment les salutations de François-Philippe. Alors, on est choyés ce soir de recevoir le premier ministre du Canada ici à Saint-Hyacinthe. Vous savez, le premier ministre était non seulement ici en région, il sera non seulement ici en région ce soir à Saint-Hyacinthe, il a passé la semaine en région également dans le bout de Sherbrooke. Donc, quelqu'un qui est proche du peuple, c'est un exercice qui est important, c'est un exercice qui permet au premier ministre de rester connecté à la population. Alors, sans plus tarder, je vous présente le député de Papineau et votre premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau. Merci d'être venu ce soir pour l'exercice profondément démocratique. Il n'y a rien de plus. Il y a des gens qui rient ce soir, c'est pas une bonne humeur. On est ici pour faire quelque chose qui est à la base de notre démocratie. De poser des questions à nos représentants, notre représentant, comprendre un peu nos réponses, comprendre un peu la façon de penser, comprendre aussi comment on va travailler ensemble pour créer un monde meilleur. On est une société très diverse, de différentes perspectives, de différentes origines, de différentes histoires. Une des seules façons qu'une communauté, une province, un pays peut réussir, c'est que si on est divers, c'est si on s'écoute, si on essaie de se comprendre, si on apprend à apprendre les uns des autres. C'est quelque chose d'important dans une société. Et je vous remercie tous et toutes d'être venus ici ce soir pour participer. Mais je vous dis, vous êtes ici pour poser des questions, mais vous êtes aussi ici pour écouter vos concitoyens. On est dans un pays avec plein de différentes perspectives. Et c'est important aussi de connaître la perspective de votre voisin, même si vous n'êtes peut-être pas d'accord avec lui ou elle. Alors, moi, ce que je demande, c'est que vous démontriez du respect pour la personne qui pose une question, pour les gens qui voudraient poser une question à la première ministre pour comprendre un petit peu plus ce qu'on est en train de faire et surtout où on s'en va en tant que pays. Et c'est la demande que j'ai pour vous tous.
C'est la seule règle. On va s'amuser ce soir, on va entendre toutes sortes de différents points de vue. Pour moi, c'est important, évidemment, que je puisse mieux comprendre un peu les gens à travers le pays, mais c'est aussi important pour vous de pouvoir prendre un choix responsable et éclairé sur la direction que notre pays va prendre dans les années à venir, parce qu'évidemment, on a des élections à faire. Alors, sur ce, on va commencer à prendre des questions. Je vais commencer cette section-ci. S'il y a quelqu'un qui a une question, monsieur. Debout, on va chercher le micro. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Vous savez, en ce moment, il y a un problème mondial qui est les changements climatiques. Déjà, votre gouvernement fait un premier pas avec la taxe carbone. Puis, on se demandait justement votre gouvernement aller vers vous avec la Très bonne question. On sait que les changements climatiques représentent une menace à notre planète, à notre façon de vivre, à notre réussite économique. Et c'est pour ça qu'on sait qu'il faut qu'on protège notre environnement, mais il faut qu'on le fasse de façon à assurer des bons emplois, une croissance économique et une richesse qui va permettre aux prochaines générations, oui, de vivre dans des places où on peut respirer l'air et boire l'eau, mais aussi où on va pouvoir travailler, avoir des bons emplois. On sait que nous devons, oui, mettre un prix sur la pollution. On est ici au Québec où depuis longtemps, avec votre participation à la bourse de carbone avec la Californie, vous mettez un prix sur la pollution. C'est plus gratuit au Québec depuis longtemps déjà de polluer. Parce qu'un des problèmes de fond, c'est que la pollution, pendant longtemps, a été gratuite. Donc, les gens s'en foutaient un petit peu et ils polluaient. Alors, quand on met un prix sur la pollution, on va en avoir moins. Or, malheureusement, il y a des endroits au pays où il y a des politiciens qui ne veulent pas mettre un prix sur la pollution et donc qui ne sont pas ni en train de lutter contre les changements climatiques, ni en train de développer des encouragements pour créer des technologies, des solutions pour une économie plus verte. Alors, on est en train d'amener un prix sur la pollution. Mais, comme vous suggérez, ce n'est pas la seule chose qu'on est en train de faire. On est en train d'investir massivement dans les énergies renouvelables. On est en train d'investir pour protéger nos océans avec des investissements d'1,5 milliard de dollars pour avoir des protections qui vont être parmi les meilleures au monde. Il y a juste la Norvège qui est au même plan que nous en termes de protection des océans. On est en train de créer de plus grandes aires maritimes et terrestres protégées parce qu'on sait que protéger la biodiversité, c'est super important. On est en train de fermer les centrales au charbon parce qu'on sait que c'est très polluant. On est en train de faire plein de choses pour s'assurer que, oui, on est en train de lutter contre les changements climatiques, mais aussi on est en train de s'assurer que les gens vont pouvoir réussir avec des emplois et sans avoir trop de dépenses supplémentaires pour la famille dans cette lutte contre les changements climatiques. C'est cette idée de s'approcher pour défendre l'économie, pour créer de la croissance économique et protéger notre environnement en même temps. C'est une grande priorité pour notre gouvernement. Merci pour ta question. Une autre question, où monsieur? Par rapport à la réponse que vous venez de donner, trouvez-vous que c'est un peu contradictoire par rapport à l'achat de Kinder Morgan? Moi, je pense que vous dites une chose au niveau de l'environnement, pour l'environnement, mais d'un autre côté, le geste politique que vous posez, que votre gouvernement pose, c'est d'acheter un pipeline, si vous permettez l'expression. La même chose, subsidiairement, je vous posais la question, de Québec. Majoritairement, les gens sont contre le pipeline, sont contre l'exploitation du pétrole. Est-ce que vous allez respecter, comme gouvernement, la volonté des Québécois? Merci. Merci beaucoup pour cette question. On respecte monsieur qui a posé une question, s'il vous plaît. On commence. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur a posé une question. J'aimerais bien pouvoir lui répondre à sa question. Monsieur, s'il vous plaît. Merci. Non, lui. Vous respectez lui. Merci. Bon, je réponds à votre question et c'est une très bonne question parce que vous, qui posez cette question, parce qu'il y a
toujours dit, oui, on était allé là pour protéger l'environnement et on est en train de le faire, mais en même temps, les gens ne comprennent pas tout à fait pourquoi on a choisi d'acheter cet oléoduc. Ben, d'abord, il faut commencer par comprendre qu'il n'y a plus de choix à faire entre ce qui est bon pour l'environnement et ce qui est bon pour l'économie. Les gens, surtout ici au Québec, savent très bien que la vraie croissance économique, il faut le faire tout en protégeant l'environnement. Ça, c'est compris. Malheureusement, le dernier gouvernement conservateur choisissait et pensait qu'il fallait, pour le développement économique, ne pas protéger l'environnement, puis ça m'arrête. Ils n'ont pas pu créer vraiment de développement économique, il y a eu beaucoup de difficultés avec la croissance pendant 10 ans, et en plus, ils n'ont pas fait grand-chose pour l'environnement. Donc, moi, la promesse que j'ai faite, c'est que j'allais écrire la croissance et protéger l'environnement. Or, le défi, c'est qu'on est encore dépendant, en tant que société, du pétrole. On en a besoin, nos voitures, on en a besoin pour nos industries, encore maintenant et pour plusieurs années encore. Alors, on est dans une situation où on veut créer des énergies renouvelables, on veut des voitures électriques, on veut créer ces nouvelles technologies qui vont nous permettre de passer à la prochaine étape d'énergie renouvelable, mais on n'est pas là encore. Et pendant qu'on n'est pas là encore, il faut qu'on travaille et pour rendre plus efficace et plus responsable notre utilisation des différentes énergies. Et on est en train d'investir dans des façons d'utiliser moins de carburants fossiles, d'être plus propre dans l'utilisation et le développement de nos ressources en carburants fossiles. Et aussi, on a besoin de s'assurer qu'on a assez d'argent pour pouvoir investir dans les nouvelles technologies, dans les renouvelables. Or, nos ressources de carburants fossiles des prairies de l'Alberta et de la Saskatchewan sont prisonniers du marché américain. On vend 99% de notre essence, de notre pétrole albertain ou Saskatchewan aux États-Unis. Et à cause de ça, parce qu'on est captif, les États-Unis nous donnent des dizaines de milliards de dollars de moins pour notre pétrole par année que ce qu'on devrait avoir. Ça n'a pas d'allure. Bon, messieurs. Problème technologique. Donc, il faudrait qu'on ait accès à de nouveaux marchés, à part les États-Unis, pour avoir la juste valeur pour nos ressources. Or, en termes d'exporter nos ressources, il faut qu'on crée des façons de les amener vers ces nouveaux marchés de façon responsable. Et les oléoducs, c'est plus sécuritaire, c'est moins polluant que des chemins de fer. On sait, on n'est pas si loin du lac Mégantic. On a vu le désastre qui s'est produit avec le transport de pétrole par rail. Donc, plus on peut investir dans un oléoduc sécur, le mieux ça va être. Alors, on a décidé que c'était important de développer nos ressources pétrolières de façon responsable et plus sécuritaire. Et c'est pour ça qu'on a choisi d'investir dans cet oléoduc pour s'assurer que ça puisse se faire de la bonne façon. Et quand je dis de la bonne façon, c'est en consultation avec les peuples autochtones, en respect des peuples autochtones, et c'est aussi en partenariat avec les scientifiques en respect de la science. Je comprends qu'il y a des gens qui se préoccupent par le fait qu'on ait acheté un oléoduc, mais pendant qu'on est encore dépendant sur le pétrole, on se doit de pouvoir maximiser notre chance de développer des solutions qui vont nous amener au-delà du pétrole. C'est une question de faire et le développement économique et la protection de l'environnement en même temps. Merci pour la question. On va passer ici. Ma question, ça va être sur la main-d'œuvre. Comme des travailleurs maraîchers, nous autres en serre, on a besoin de main-d'œuvre, beaucoup de main-d'œuvre. C'est saisonnier. On est chef de programme des travailleurs étrangers, temporaires. Je veux savoir si la conscience, si vous étiez au courant des délais
recrutement des demandes pour qu'on puisse avoir nos travailleurs. Je suis sur le conseil d'administration qui fait le recrutement de travailleurs qui sont dans cette là. Souvent, il doit y avoir des producteurs que les travailleurs n'arriveront pas à atteindre. Il y a des cultures qui vont rester dans les champs, faute de travailleurs, faute de Canadiens qui vont être capables de rester. Ces délais-là, en plus, avec le biométrique, c'est nouveau, ça a accentué un peu ces délais-là. Conscient avec des plans de solutions, parce que c'est lourd, puis les employeurs comme moi, c'est pesant. C'est quand on n'est pas sûr qu'on va avoir nos employés, c'est pas facile. Donc, je comprends, je vous remercie. Votre question est aussi pour votre travail. Le travail des agriculteurs à travers le pays est tellement important pour nos familles, pour nos communautés, pour notre pays, qu'on veut vraiment que vous réussissiez et c'est quelque chose qui est évidemment une grande priorité pour nous. Donc, la raison pour laquelle on comprend à quel point on a besoin de travailleurs saisonniers dans le domaine agricole, c'est qu'effectivement, c'est difficile de trouver assez de Canadiens pour pouvoir faire le travail. Pendant plusieurs années, depuis longtemps, on a eu des défis avec ce programme de travailleurs temporaires, pas dans l'idée, mais un peu dans l'exécution. Que ce soit des délais d'un bord, que ce soit un manque de contrôle de l'autre bord. On est en train d'améliorer ce processus-là. Le biométrique, ça va aider aussi, mais comme vous dites, ça prend un petit peu un processus d'implémentation. Nous allons continuer de travailler là-dessus, mais on sait que d'amener des immigrants, d'amener des travailleurs temporaires, c'est une solution pour la croissance économique. On a une population vieillissante, on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de faire venir des immigrants, on a besoin de travailleurs étrangers temporaires. On est en train d'améliorer le programme pour que vous puissiez en profiter pour à la fois faire venir des travailleurs saisonniers, mais aussi agrandir votre capacité de produire et de contribuer à l'économie canadienne. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Je trouve ça intéressant de parler de la sensibilisation des Premières Nations par rapport aux oléoducs. Je me demande si par rapport au gazoduc, vous avez la même politique. Parce qu'actuellement, avec le gazoduc Coastline, il y a 13 nations, en fait 13 chefs de la nation Wet'suwet'en qui se sont prononcés ces derniers jours, ces derniers mois, en défaveur du projet de gazoduc qui passe sur le territoire de cette nation-là. La Cour suprême a déjà reconnu que c'est ces chefs de conseil-là et non pas les conseils de vente qui ont le pouvoir politique traditionnel, puis qui devraient être en mesure de représenter leur communauté. Donc, on a ici 13 communautés autochtones qui se prononcent à l'encontre de ce projet-là. Et le gouvernement canadien, récemment, la GRC est en train d'expulser ces autochtones-là qui sont en défaveur du projet, puis qui sont envoyés en prison, envoyés en police, peu importe. Comment est-ce que vous expliquez ça par rapport à tous vos discours qui sont tenus ici aujourd'hui? Bravo! Il y a 100 ans, il y a 150 ans, quand on voulait créer, par exemple, un chemin de fer, on ne demandait pas la permission à personne. En tant que gouvernement, on avait le droit de dire, OK, ça va aller là, on va l'imposer là. Or, maintenant, on comprend que ce n'était pas la bonne façon à faire, c'est certainement pas la bonne façon à faire. Maintenant, il faut qu'on consulte. Monsieur, je vous ai déjà demandé de respecter la capacité de répondre aux questions des autres. Oui, j'y réponds. Merci. Alors, on sait que la seule façon de bâtir des gros projets maintenant, c'est en partenariat avec les peuples autochtones. Dans le respect, dans l'écoute et dans le partenariat. Or, on est en train de faire quelque chose de nouveau. C'est sûr qu'il y a 100 ans, il y a 30 ans, il n'y avait pas de processus de consultation, de partenariat avec les peuples autochtones. On est en train de le développer. Et vous dites, vrai, qu'il y a plusieurs chefs héréditaires, traditionnels, qui s'opposent à ce projet-là. Mais ce que vous ne dites pas, c'est qu'il y a aussi beaucoup de chefs élus
de plein de différentes communautés le long de ce gazoduc qui appuient cette proposition de l'oléoduc parce qu'ils vont aussi en retirer des bénéfices, des emplois, des profits et un partenariat avec ce projet-là. Donc, on est dans une situation où il y a des gens, des communautés autochtones qui sont en faveur, il y a d'autres gens qui ne sont pas en faveur. Et effectivement, la Cour suprême a dit que les chefs héréditaires ont des droits et les chefs élus ont aussi des droits. Et nous devons, en tant que société, de trouver une façon de créer des processus qui vont fonctionner pour pouvoir avancer avec un développement de façon respectueuse, pour prendre compte et comprendre les préoccupations. Est-ce qu'on est en train de faire à la bonne place, de la bonne façon? Est-ce que ça dérange moins la communauté si ça part de ce bord-ci d'arrière ou de l'autre? C'est pour ça qu'on fait des consultations. Mais les consultations, c'est pas quelque chose qu'on prétend va arriver à l'unanimité. Il faut chercher un consensus. Il faut créer un processus assez robuste pour pouvoir avoir un consensus positif pour pouvoir avancer. Or, on ne l'a pas encore développé de façon assez rigoureuse. Le seul positif qu'il y a, c'est de les faire arrêter. Malheureusement, pendant qu'on est en train d'essayer de faire des choses de façon nouvelle, il y a des défis, c'est de la turbulence, il y a des problèmes. Et ce qui s'est passé la semaine passée, c'est ignorable. La façon que ça a été géré n'a pas été la bonne. Et moi, j'ai des questions, il y a bien des gens qui ont des questions et on va chercher à répondre à ces questions-là. Parce que la façon qu'on va continuer à développer nos ressources, on se comprend, on est au Canada, on a énormément de ressources. On va toujours en avoir besoin pour développer notre économie, mais il va falloir qu'on apprenne comment le faire de la bonne façon, en respectant la science, en respectant les peuples autochtones. Alors, on est dans un processus de réconciliation. On n'est pas arrivé là encore. C'est mieux que c'était il y a 3 ans, c'est mieux que c'était il y a 10 ans, c'est mieux que c'était il y a 50 ans, mais c'est moins bon que ça le sera dans 1 an, dans 3 ans, dans 10 ans. Alors, je comprends la frustration, je comprends l'inquiétude, mais je vous dis que notre gouvernement est là pour créer cette réconciliation, ce partenariat dans le respect, et on va continuer de travailler avec les peuples autochtones pour développer aussi des processus qui écoutent réellement les différents voix. Ce n'est pas au gouvernement fédéral de choisir, OK, toi je t'écoute pas. Ce n'est pas au gouvernement fédéral de décider qui parle pour une communauté autochtone. C'est justement à cette communauté-là de développer la capacité de partager et de développer leur point de vue. Et on va travailler avec eux pour les développer. Et entre-temps, on va faire de notre mieux, mais des fois, on va faire des erreurs et ça n'a pas été une situation idéale ou positive à Wet'suwet'en dans les dernières semaines. Je suis là. Merci pour votre On a eu des négociations au Canada avec les États-Unis sur un entente. Dans cet accord-là, vous avez annoncé que le Canada était gagnant les négociations. Puis on a un peu sacrifié certains domaines d'agriculture parce qu'on est autosuffisant en matière de revenus. On ne demande pas d'aide au gouvernement. Mais présentement, ce qui se passe, c'est qu'on a sacrifié cette partie-là pour une partie qui est industrialisée ailleurs dans le Canada, qui est l'automobile. Maintenant, on a appris dernièrement, cet été, que ces usines-là allaient, pas cet été, c'est pas toi, allaient probablement fermer leurs portes au détriment d'une entente collective et sacrifier pour les producteurs. Ce que je voudrais savoir, pour ce temps, le savez, vous ne savez pas, c'est correct. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que le Canada est en mesure de réviser les ententes qu'elles ont faites avec les États-Unis suite au développement de ces marchés-là et de l'économie? Merci pour la question.
négociations pour renouveler l'ALENA ont été extrêmement difficiles. C'était sûr que dès le début, M. Trump disait qu'il voulait éliminer notre système de gestion de l'offre. C'était partant ce qu'il voulait absolument faire. Moi, ce que j'ai dit plusieurs fois, ce que notre gouvernement a dit, c'est que non, on allait protéger notre système de gestion de l'offre pour le lait, pour la volaille, pour certains secteurs agricoles, parce que c'est un système qui fonctionne. Effectivement, il n'y a pas de subvention donnée par le gouvernement, vous êtes autosuffisant, c'est un système qui fonctionne depuis 40 ans, depuis que le Parti libéral, il y a 40-45 ans, a amené ce programme-là, et j'y crois, parce que ça fonctionne. Or, une des premières demandes de M. Trump, ça a été qu'on élimine la gestion de l'offre. Or, dans nos négociations, on n'a pas éliminé la gestion de l'offre. Il faut aussi se souvenir que le commerce avec les États-Unis est une des raisons pour laquelle on a une économie en santé au Canada depuis des décennies. On a accès au plus grand marché du monde de façon géographiquement à proximité, mais aussi on passe 2 milliards de dollars de biens par la frontière à chaque jour. Ça implique des millions d'emplois à travers le pays. Le secteur automobile en fait partie, c'est sûr, mais dans chaque communauté, grande et petite, à travers le Québec, à travers le Canada, il y a des entreprises, il y a des consommateurs, il y a des travailleurs qui bénéficient énormément de l'accès qu'on a aux Américains, au marché américain. Alors, de protéger cet accès-là à un moment d'imprévisibilité, de protectionnisme de M. Trump, ça a été tout un défi et on a réussi à le faire. Mais effectivement, il y a des secteurs qui ont été un peu plus frappés ou visés par cet accord que d'autres. Et on a promis une compensation. On a promis qu'on allait, et ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de travailler avec les secteurs de gestion d'offres. On a mis sur pied des groupes de travail qui vont décider, qui vont déterminer c'est quoi la compensation nécessaire, oui, monétaire, mais aussi comment on va continuer de défendre et de protéger notre système agricole, notre système de gestion de l'offre. Et quand on parle de gestion de l'offre, on sait que oui, c'est seulement certains secteurs, mais notre secteur agricole en général bénéficie énormément de la stabilité dans ces secteurs pour le reste de notre système. Alors, on va travailler avec les agriculteurs, avec les producteurs laitiers, avec les producteurs de volailles, pour déterminer c'est quoi la compensation nécessaire et on va vous le donner. Et la raison pour laquelle je suis confiant qu'on va pouvoir justement vous offrir toute cette compensation nécessaire, c'est parce que l'accord est tellement positif pour le reste de l'économie. Oui, l'automobile, mais aussi tous les exportateurs, nos manufacturiers, nos travailleurs. C'est essentiel qu'on ait un libre-échange avec les États-Unis pour l'économie canadienne. Par rapport à la fermeture de l'usine IBM à Oshawa, M. Trump ne le savait pas. Moi, je ne le savais pas non plus. On a tous les deux été surpris par cette décision de GM et extrêmement déçus de cette décision-là. Et c'est pour ça que j'en ai parlé avec M. Trump, j'en ai parlé avec Mme Barra, qui est à la tête de GM, j'en ai parlé avec les syndicats, j'ai parlé aux gens à Oshawa. On est en train de chercher des solutions, on est en train de se battre pour ces travailleurs et on va s'assurer qu'on est en train de les défendre. Mais l'accord, comme il est, va être bon pour le Canada, va être bon pour notre économie, il va être bon pour notre commerce dans le monde. On est maintenant le seul pays du G7, des grands 7 pays industrialisés, qui avons un accord de libre-échange avec tous les autres grands pays du G7. On a un accès préférentiel à 2/3 du PIB de la planète à cause des accords qu'on a signés avec l'Europe, avec l'Amérique du Nord, et avec plusieurs pays d'Asie, dont le Japon. Donc, on est en très bonne position, mais on a encore beaucoup de travail à faire pour
tirer les avantages de ces accords-là. Mais en le faisant, on va aussi s'assurer qu'on s'occupe de ceux dans les domaines de gestion de l'offre qui ont été ciblés directement par l'administration américaine. Merci de votre question. Une question de cette question-là. Quelqu'un? Non. Bon, OK, on va venir ici. Oui, monsieur. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Excuse-moi, premièrement, on va vous remercier pour notre visite ici à Saint-Hyacinthe. Mon nom, c'est Midaya. Je suis père de famille. J'ai 8 enfants qui sont canadiens. Ma femme, elle est canadienne, elle est décédée malheureusement. Moi, je reste ici, ça fait 20 ans au Canada. Je paye des taxes, je fais tout. Je n'ai pas mes papiers, je n'ai pas les allocations familiales, je n'ai pas le bien-être social. On n'a aucun droit. Excuse-moi, monsieur, moi j'ai tombé malade, ça fait 2 ans, et la preuve, la directrice de l'école, elle est ici. Les enfants, ils sont parmi les meilleurs en tout. J'ai mon propre vieux garçon, il est parmi les meilleurs. J'ai un parmi les premiers au Québec par ses notes. Moi, je suis toute seule qui travaille. J'ai tombé malade, ça fait 2 ans, j'ai rentré à l'hôpital. Mes enfants, ils ont presque sorti de l'école parce qu'il n'y a personne qui donnait pour le pain. Alors, moi, je ne suis pas ici, je ne suis pas politicien. Moi, je suis ici pour nous regarder notre situation, s'il vous plaît, monsieur le Premier ministre. Je vais vous préparer la lettre, mais malheureusement, mes enfants, ils ont ramené un paquet de fleurs et les garder là-bas. J'aimerais mieux, si eux doivent regarder. Merci, qu'est-ce que vous faites pour toutes les communautés. Et moi, je suis fier de vous, malgré que je ne suis pas politicien, comme je veux dire. Je suis fier, qu'est-ce que vous faites pour toutes les communautés. Vous êtes un président pour tous les Canadiens, ce n'est pas pour juste quelques-uns. Et honnêtement, moi, j'ai vécu, peut-être, il y en a des personnes qui moi, j'ai vécu à plusieurs pays avant d'arriver ici. Si l'exemple, on va prendre de vous, monsieur le Premier ministre, vous faites un bon exemple pour le travail, pour toutes les choses. Excuse-moi, peut-être les gens qui sont ici, moi, je respecte tous l'opinion des autres. Oui, moi, je respecte toute l'opinion des autres. Mais peut-être les personnes qui n'ont pas d'expérience pour les autres places, c'est sûr, ils ne savent pas, mais excuse-moi, les salaires minimum ici, c'est 10 et 30, il n'y a personne qui fait. Moi, je garde 8 enfants, aucun revenu, ils ont vivre bien. Moi, tous les jours, je dois régler ma situation. Si vous permettez, mes enfants, ils ont ramené un paquet de fleurs, ils ont pris les paquets à main à bout et prendre la photo avec vous. Je vous remercie à tout le monde et à tout respect pour tout le monde. Merci. Merci pour cette question. Je vais m'assurer qu'on fasse un suivi sur votre dossier. Et je ne connais pas tous les détails de votre dossier, mais je peux dire qu'on a un système d'immigration rigoureux qui s'applique et on suit les règles de ce système-là. Alors, une des raisons pour lesquelles le Canada a toujours été et continue d'être majoritairement en faveur de l'immigration, c'est qu'on sait que c'est ce qui a construit, c'est ce qui a bâti ce pays. On sait que c'est quelque chose, des gens qui venaient d'ailleurs pour bâtir un monde meilleur, que ce soit nos ancêtres il y a 300 ans, que ce soit la vague de gens d'Europe de l'Est qui fuyaient après la Deuxième Guerre mondiale, de l'Europe centrale et du Sud qui fuyaient les difficultés de la Deuxième Guerre mondiale pour venir s'établir, les communautés italiennes, portugaises, grecques qui se sont installées pas seulement à Montréal, mais à travers le Québec. On sait que ça a donné extrêmement de croissance économique et de résilience et de succès à nos communautés. Alors, les Canadiens savent que l'immigration, ça a été bon pour notre pays et ils restent positifs par rapport à l'immigration parce qu'ils savent qu'on a un système qui fonctionne. Les gens qui arrivent ici, pendant des décennies, on a pu voir qu'ils ont pu bâtir une réussite, qu'ils ont pu contribuer à la croissance de nos communautés et ça a été extrêmement positif. Il y a des endroits dans le monde où il y a des défis d'intégration et de réussite, mais au Canada, on est un pays où toutes sortes de différentes cultures se côtoient parce qu'on veut, au fond, les mêmes choses. On veut un bel avenir pour nos enfants, on veut pouvoir travailler fort pour contribuer, pour bâtir une communauté plus forte. C'est ce que nous voulons tous, de vivre dans la paix et dans la sécurité. Et au Canada, on est en train de démontrer que ça peut se faire.
Or, une grande partie de ça, c'est d'avoir un système d'immigration qui s'applique dans son intégralité de façon rigoureuse à toutes les situations. Je sais, monsieur, que vous avez reçu des mauvaises nouvelles par rapport à l'immigration sans connaître exactement les détails de votre dossier. Mais des fois, quand on applique notre système d'immigration et toutes les règles nécessaires, on arrive à un résultat qui n'est pas celui qu'on espère. Mais, monsieur, on va regarder votre dossier de nouveau et on va voir ce qu'on peut faire pour mieux comprendre la situation dans laquelle vous êtes. Merci. Oh. Bonsoir, M. Trudeau. Franck Millot, représentant du groupe Labeur. Vous savez qu'au Québec, on a eu des élections. Vous avez rencontré le nouveau premier ministre qui est un peu, son gouvernement est un peu dans la même situation que l'autre, a gagné une majorité de sièges avec une minorité de voix par rapport au nombre de la population. Le nouveau ministre de la Justice, lundi, a décidé de consulter les partis d'opposition pour une question de société importante qui était l'alliance sexuelle dans ce cas-ci. Monsieur Legault avait promis par ailleurs pendant la campagne électorale d'avoir une nouvelle façon de faire de la politique pour représenter tous les Québécois. Moi, ma question, c'est est-ce que vous avez l'intention de suivre son exemple et de travailler avec les partis d'opposition, parce que vous représentez seulement 40% de la population? Est-ce que vous avez l'intention de travailler avec les partis d'opposition pour représenter plus les Canadiens, avoir une meilleure démocratie pour tous les Canadiens? Très bonne question. On a un système parlementaire qui est ancré dans l'idée qu'une opposition, c'est sain d'avoir une opposition dans notre système parlementaire. D'avoir un parti qui a comme rôle principal de poser des questions difficiles au gouvernement, d'exiger des réponses sur les choix qu'on est en train de faire. C'est pas seulement quelque chose qu'on fait pour le show, c'est quelque chose qui améliore la qualité des décisions qu'un gouvernement va prendre, puisqu'il sait qu'il va devoir défendre chaque décision, justifier pourquoi c'est la bonne décision pour le pays, pour répondre à un certain problème, une problématique. On ne peut pas discuter de tout en détail dans une campagne électorale. C'est pour ça qu'on a, oui, on donne les grandes lignes, évidemment, mais au fur et à mesure qu'on gouverne, il y a des enjeux qui soulèvent qu'on n'aurait pas prévus, il y a des défis auxquels il faut qu'on réponde, il y a des détails qu'on fignole dans notre plan électoral, et ça a besoin d'être questionné par des élus, par des représentants de Canadiens qui sont là pour s'assurer que le gouvernement est en train de faire les bonnes choses. Alors, pour moi, qu'on ait un parti d'opposition, qu'on ait plusieurs partis d'opposition à la Chambre des communes, c'est une bonne chose, puis ils font leur job de nous garder aux aguets, parce qu'on sait que quand on prend une décision, il va falloir qu'on la justifie à la Chambre des communes. Et à chaque 4 ans, ou moins souvent... Bouge plus, toi, Chris, moi, faut que je dorme. Plus souvent, si on est en situation minoritaire, les électeurs ont le choix de dire, OK, est-ce qu'on veut continuer de cette façon-ci? Est-ce qu'on change nos représentants? Mais oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs enjeux sur lesquels on devrait pouvoir se mettre d'accord entre partis d'opposition. Il y a plusieurs enjeux régulièrement qui surviennent, sur lesquels, au Parlement canadien, on a une approbation unanime. C'est souvent des choses moins controversées, des choses plus populaires pour les citoyens. On en parle peut-être moins dans les médias quand c'est unanime parce que c'est moins intéressant qu'un peu de conflit, mais c'est aussi correct parce que si on s'entend, c'est que tout fonctionne bien. Et les médias sont là pour souligner les préoccupations ou de s'assurer que le gouvernement est bien en train de se défendre. Alors, je suis toujours ouvert à travailler avec les partis d'opposition. Il y a des enjeux par rapport à l'environnement, des fois que je m'entends très bien avec le Parti vert ou le Parti néo-démocrate.
Il y a d'autres enjeux plus économiques sur lesquels on peut avoir l'appui du Parti conservateur. C'est rare qu'on ait l'appui des deux en même temps. Mais oui, je suis toujours ouvert à des amendements, à des améliorations proposées par les autres partis pour améliorer un projet de loi que nous mettons de l'avant. Pour moi, d'être respectueux des voix diverses, des perspectives diverses, c'est essentiel, comme j'ai dit, dans une démocratie forte qui rassemble des voix et des perspectives extrêmement différentes d'un bout à l'autre de ce pays et de différentes origines de partout dans le monde. Merci pour votre question. Ça vient derrière. Bonjour, M. le Premier ministre. Bonjour. Je suis moi aussi un enseignant de carrière. Et puis, les enseignants, c'est sûr qu'ici au Québec, il n'y en a pas beaucoup qui sont mal payés. Mais on va venir au fédéral. Notre Premier ministre va avoir une déclaration d'impôt unique à laquelle je participe et je sais que le Parti conservateur est pour ça aussi. Vous, qu'en pensez-vous? C'est une bonne question. J'en ai parlé d'ailleurs, M. Legault m'en a parlé hier matin quand on s'était rencontrés. C'est sûr que moi, j'ai soulevé trois préoccupations que j'ai avec ce projet-là. D'abord, je suis tout à fait d'accord qu'on évite le dédoublement, qu'on évite de dépenser inutilement pour livrer des services aux Canadiens. Si on peut travailler ensemble pour améliorer la façon qu'on dessert les citoyens, je suis toujours ouvert à ça et c'est quelque chose d'abord que j'ai dit d'emblée au Premier ministre Legault. J'ai aussi souligné, on sait très bien, qu'il y a beaucoup de provinces, monsieur, qui ont un rapport d'impôt unique. Absolument. Ben, vous pouvez l'avoir si c'est un rapport unique fédéral. Ouais, là la crosse, la grosse crosse. Puisque vous voulez le contraire, on va devoir en discuter. Et j'en discute, monsieur. Je comprends. On s'entend. On veut sauver de l'argent. Okay. Alors, trois choses. D'abord, au Québec, à Shawinigan, à Jonquière et ailleurs, il y a des bureaux fédéraux où les Québécois administrent les impôts, pas seulement pour les Québécois, mais pour les Canadiens à travers des rapports d'impôts pour les Canadiens à travers le pays. Donc, il y a des milliers d'emplois ici au Québec qui dépendent du travail fédéral au niveau des rapports d'impôts. Ça, c'est une chose. Il faudrait une réflexion, mais si on peut avoir des discussions là-dessus, je suis ouvert à les avoir. Deuxièmement, je sais que les Québécois sont bien préoccupés, comme tous les Canadiens, de l'évasion et de l'évitement fiscal. Les paradis fiscaux dans le monde, on sait que c'est un vrai problème. On sait aussi que c'est quelque chose sur lequel nous, comme gouvernement, on a investi énormément, $1 milliard dans les 2 premières années pour donner plus d'outils à l'Agence du revenu canadien pour poursuivre l'évasion et l'évitement fiscal à l'international. Mais je vous souligne que c'est le gouvernement fédéral qui a tous ces rapports, tous ces accords, cette collaboration avec les autres pays dans le monde. Le Québec n'a pas les capacités pour en avoir dans le monde, pourrait sûrement, éventuellement, peut-être, avec beaucoup d'argent, les développer, mais ils n'ont pas actuellement ces capacités d'aller contrer l'évasion et l'évitement fiscal à l'international. Et le troisième élément, c'est une question d'autonomie du Québec. Le Québec a sa propre façon de calculer votre revenu sur lequel il va appliquer les lois sur les impôts. C'est une façon différente que ce que le fédéral utilise pour calculer votre revenu. Nous, on a notre système au fédéral. Le Québec a choisi un système un peu différent. Ce qui est tout à fait correct, c'est le choix du Québec d'avoir son propre système. Mais si le Québec
voulait administrer les impôts du côté fédéral, il faudrait qu'il harmonise son système de calcul avec celui du fédéral. Parce que ce n'est pas le fédéral qui va créer deux systèmes d'évaluation, un pour le reste du pays, un autre pour le Québec. Si le Québec veut faire quelque chose de différent, c'est le Québec qui le choisira. Mais si vous voulez administrer le côté fédéral, vous perdrez l'autonomie que vous pouviez avoir pour justement choisir la façon qu'on le calcule. Alors, c'est des enjeux, peut-être que ça se règle, peut-être que ça se règle difficilement, je ne sais pas, mais c'est pas aussi simple que certains voudraient prétendre que ça l'est. Et c'est pour ça que j'ai dit à M. Legault, parlons-en. On va rassembler nos ministères de revenus, on va rassembler le ministère des Finances, on va regarder ce qui peut se faire de façon responsable là-dessus. Parce que moi aussi, je veux m'assurer de sauver de l'argent des contribuables dans notre réseau de services. Merci beaucoup pour votre question. C'est un bon monsieur. Oui. OK, mais je fais le tour, monsieur. Oh, oui, non, mais monsieur, vous avez juste à attendre. Je faisais le tour de la salle, monsieur. Monsieur, un peu de patience. Il y a quelque part où vous devriez être ce soir. Je m'en venais avec vous, monsieur. Pas juste pour les autres. Bon. Encore une fois. Encore une fois. Je ferai pour monsieur. On s'assoit. Monsieur, on s'assoit. Vous aviez la parole, monsieur. Et je m'en viens vers vous, alors on va voir qui va avoir une question maintenant. Je vais partir. Bonsoir encore, monsieur le Premier ministre. J'ai deux questions concernant la diplomatie canadienne. J'aimerais savoir quelle est la politique canadienne en matière de conflits dans le monde, et plus précisément les crises post-électorales que nous observons dans certains pays. Et nous savons que c'est l'une des raisons qui pousse les gens à demander le visa, soit au Canada et partout dans le monde. Donc, j'aimerais savoir l'implication du Canada. Je n'ai pas souvent entendu le Canada dans les questions. C'est vrai que chaque pays est indépendant dans la gestion des élections, mais j'ai souvent entendu les États-Unis, la France être impliqués dans la gestion électorale, plus précisément en Afrique, où on observe beaucoup de crises post-électorales. Et la deuxième question concerne aussi les ambassades impliquées dans les pays. Je ne sais pas quelle sont les conditions à remplir pour qu'un pays ait une ambassade dans son pays, puisque toute l'Afrique centrale, il n'y a aucun pays où le visa canadien est délivré dans toute l'Afrique centrale. Il faut aller loin en Afrique de l'Ouest, c'est plus précisément le Sénégal. Et ça pénalise toute l'Afrique centrale qui comporte 6 pays. Donc j'aimerais savoir pourquoi cela. Merci, monsieur le Président. Merci pour vos questions. D'abord, par rapport aux élections internationales, le Canada est régulièrement appelé par différents pays, par des organisations internationales, que ce soit l'ONU, que ce soit d'autres, à s'impliquer pour être observateur aux élections internationales. On a une très bonne réputation en matière d'administration de nos élections au Canada et on aide beaucoup les différents pays qui sont en train de développer leur démocratie ou améliorer leur démocratie à faire des élections plus justes, plus intègres. C'est quelque chose que le Canada fait régulièrement. On envoie du financement, on envoie des observateurs, on envoie des fois de la technologie, des façons de faire, ou des avocats pour aider. Le Canada est très impliqué dans des élections dans différentes parties du monde pour s'assurer que ça se comporte, que ça aille bien. Et deuxièmement, suite aux élections, on se prononce régulièrement avec la communauté internationale
si on a des préoccupations par rapport à la façon que les élections se sont déroulées et si on a des questions par rapport aux résultats des élections, ça peut paraître avec des conséquences dans notre diplomatie, dans nos engagements, dans notre aide au développement. On suit de façon très sérieuse et proche le déroulement des élections dans le monde. Deuxièmement, par rapport aux ambassades, c'est sûr qu'il y a presque 200 pays dans le monde et le Canada, bien qu'on aimerait, ne peut pas se payer des ambassades dans chaque pays. Alors, on a toujours dû faire des choix par rapport à où et quel genre et combien de gens iraient dans chaque ambassade. Effectivement, il y a des endroits qui sont moins bien desservis que d'autres. L'Afrique centrale, effectivement, en est une. Et vous me demandez qu'est-ce que ça prendrait pour avoir de la représentation ou une mission canadienne dans ces endroits-là. Ça prend une combinaison de choses. Il y a plusieurs critères qu'on est en train de regarder. D'abord, quel genre de lien qu'on a avec les citoyens des différents pays. Est-ce qu'il y a une grande diaspora canadienne? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui voyagent entre ces pays et le Canada? Des demandes de visa de visiteurs, des membres de la famille qui ont des défis. Y a-t-il des connexions de personne à personne qui exigent beaucoup de contacts? Y a-t-il des liens très forts économiques? Y a-t-il beaucoup de compagnies canadiennes installées dans ce pays-là? Y a-t-il beaucoup d'échanges commerciaux entre nos pays? On a-t-il une justification pour avoir une ambassade, pour le coût de l'ambassade? Il y a plusieurs critères à ce niveau-là qu'on est en train de regarder. Il y a eu, dans les dernières années, avant notre arrivée au gouvernement, un coupure chez les ambassades. On est en train de regarder où et si on peut en ouvrir, mais c'est sûr que les ambassades, ça coûte extrêmement cher et on veut s'assurer qu'on fait des choix judicieux par rapport à où on va envoyer des Canadiens pour être nos représentants sur le terrain, ou où un pays avoisinant peut desservir cette région ou aider les gens qui sont en difficulté dans ces endroits-là. Bonjour, Bruno. Vous avez parlé en votre arrivée concernant le bien des familles. Ça, c'est à travers le Canada. Je suis moi-même enquêteur privé en corruption judiciaire. J'enquête sur la traite humaine qui se passe ici au Québec, un réseau d'enlèvement d'enfants, et j'ai constaté que c'est à la grandeur du pays, tous les services sociaux. On a vu à l'époque le génocide qu'il y a eu concernant les peuples autochtones. Maintenant, présentement, il y a quelque chose qui est passé sous silence par tous les gouvernements, étant donné que j'ai déjà rencontré plusieurs députés là-dedans. Il y a un réseau d'enlèvement qui se passe au Québec, qui génère un budget de 2,1 milliards au Québec. Il y a des lois fédérales concernant les serments d'allégeance à la reine, à sa majesté. Et au Québec, il y a des avocats qui ne l'ont pas prêté. On a entendu tantôt concernant qu'il y a eu la GRC qui a arrêté des peuples autochtones. Moi, mon organisme est beaucoup subventionné, c'est citoyens. On est plusieurs citoyens enquêtés. On a des preuves, j'ai des boîtes de barreau du Québec. On essaye de me pardonner, on a essayé de me mettre en prison. J'ai gagné un procès en 2016, j'ai fait une jurisprudence concernant les accusations citoyennes de personnes en pouvoir et des corrompus. J'aimerais savoir, est-ce que le gouvernement fédéral a l'intention de déléguer des agents de la GRC afin de pouvoir finaliser les enquêtes que je fais? Ou est-ce que le gouvernement fédéral a l'intention de s'impliquer pour mettre un terme au réseau d'enlèvement d'enfants qui fonctionne à la grandeur du Canada, mais particulièrement ici au Québec, qui nous soutient 1,1 milliard par année et qui ont au-dessus de 9 000 enfants, qui a des enfants qui se ramassent dans des réseaux de prostitution juvénile, que les corps policiers refusent toute plainte déposée par les parents. Est-ce que le gouvernement fédéral, est-ce que votre gouvernement a l'intention, est-ce que vous avez l'intention de me déléguer un agent de la GRC pour que je puisse lui fournir des documents de preuve afin que les avocats qui sont illégaux présentement, qui se cachent derrière le huis clos qui est instauré en Chambre de la jeunesse au Québec, puissent vraiment amener un changement et arrêter ces personnes-là. Parce que j'ai moi-même déposé des poursuites privées, c'est présentement dans les instances judiciaires, mais j'ai besoin de l'appui de la GRC, parce que la Sûreté du Québec ne fait rien et les corps de police municipaux ne font rien, y compris les corps de département de des palais de justice. Parce que j'ai moi-même déposé à l'époque des accusations concernant un pédophile. Malgré ses aveux, malgré tout ce qu'il a fait comme rapport,
Il a été protégé parce qu'il était un membre exécutif dans un parti politique au Québec. Maintenant, est-ce que c'est commun dans les gouvernements ou est-ce que avez-vous, votre gouvernement, l'intention de développer quelque chose pour mettre un terme à ce réseau d'enlèvement d'enfants qui est nos familles présentement? Yes! 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 Évidemment, l'enlèvement d'enfants est un crime abominable. Le réseau de proxénétisme, de prostitution qui affecte nos jeunes ici au Québec et à travers le pays, c'est un fléau et un problème sur lequel, oui, on est en train de se pencher, mais vous donner des détails et des engagements particuliers. Je vais demander à mon équipe de faire un suivi avec vous, de prendre votre information. Si vous honorez ça, vous allez rendre un service au peuple québécois et je peux vous confirmer que les médias me suivent à Drummondville parce que j'ai plusieurs procès qui se passent avec le barreau du Québec. On essaie de me moyenner, même dernièrement, le ministère de la Justice essaie de mettre une amende pour 2 ans. J'ai l'appui de 2 juges de la Cour du Québec qui m'ont autorisé à faire ce que je fais présentement. Et ça fait 3 ans que je n'ai pas de salaire, j'ai sacrifié 3 ans de ma vie pour aider des familles. Et parce que j'ai aidé des familles, le ministère de la Sécurité publique essaie de m'extorquer d'argent présentement. Donc, si vous réussissez ça, vous allez rendre un grand service au peuple québécois. Je veux certainement savoir plus sur ce que vous faites et je vais demander à mon équipe d'en savoir plus. Merci. Ce que je vous dis, c'est pas du blog, j'ai plus de 35 000 pages de documents judiciaires. On va faire un suivi, monsieur. Yes. Yes. Bonjour, moi, je suis sorti d'école en 83. Mon salaire en 83 versus ce que j'ai aujourd'hui, c'est 7 fois le montant que j'avais en 83. Mon salaire clair dans mes poches, c'est 3 fois ce salaire. On parle des problèmes de main-d'œuvre, puis on parle aussi de compagnies qui ferment. Moi, je pense qu'il y a un lien rapport à tout ça, à la main-d'œuvre, tout ça, versus l'impôt qu'on fait. Moi, ça fait longtemps que j'en parle, puis la question est pourquoi que le fardeau fiscal de l'employé ne va pas vers l'employeur? À chaque fois qu'on demande exemple, tu prends ton salaire minimum, tu veux l'augmenter. Ça coûte plus cher à ton employeur. Tout le monde va augmenter le prix, puis au bout de ton pouvoir d'achat, c'est 0, même qu'il est moins. Si le salaire minimum de fardeau fiscal était à l'employeur, il en resterait de l'argent dans le poche. Parce que la personne, quel intérêt qu'elle a à aller travailler si son fardeau fiscal va toujours monter? Moi, là, si mon employeur, je demande un 3 d'augmentation, ça va coûter plus cher à lui, ça coûte plus cher au client. En bout de ligne, personne ne va faire de l'argent. Il ne m'en restera pas plus parce que le coût de la vie va avoir monté. Plutôt que de me donner 3 d'augmentation, si vous autres, au fédéral, vous ramassez l'impôt, vous voulez avoir de l'argent, moi, je veux en donner moins, j'en veux plus dans mes poches. Si c'est mon employeur qui ramasse 1 de mes impôts, 1 au Québec, j'ai plus d'argent dans mes poches, ça ne coûte pas plus cher aux clients. Moi, je ne comprends pas pourquoi que c'est toujours... Moi, on parle là, du monde au milieu, là. Le pouvoir d'achat, c'est 0. Fait que si mon fardeau fiscal passerait à l'employeur, au lieu de moi, à chaque fois qu'on a une négociation, que mon fardeau fiscal diminuerait au lieu d'augmenter, que ça irait du côté de l'employeur, vous ne perdez pas d'argent, j'en ai plus dans mes poches, puis ça ne coûte pas cher aux clients. Même chose pour ton problème de main-d'œuvre. Pourquoi que les gens qui travaillent bien-être social pour aller travailler, ils vont tous le manger en impôts, puis il ne restera pas plus que sur le bien-être social. Si le fardeau fiscal est du côté de l'employeur, il va y avoir des gens qui vont vouloir aller travailler et quitter le bien-être social. Merci. Je comprends entièrement votre frustration et c'est d'ailleurs une des choses qu'on a mis au centre de ce qu'on voulait régler en tant que gouvernement. C'est la promesse qu'on a faite de s'occuper de la classe moyenne et de ceux qui travaillent pas aussi loin quand on s'est fait en 2015. Et c'est justement ça sur quoi on a travaillé. Les premières choses qu'on a faites, qu'on a réduit l'impôt pour la classe moyenne, on l'a augmenté pour les 1% les plus nantis. On a créé une allocation canadienne aux enfants qui est plus généreuse pour 9 familles sur 10 à travers le pays parce qu'on a arrêté d'envoyer des chèques à des familles millionnaires. Parce que je vais faire un mot de la fin. On envoie des gros chèques à chaque mois. Pas d'impôts, pas de taxes aux familles
de la classe moyenne. Et ce qu'on est en train de faire avec ça, c'est qu'on est en train de sortir 300 000 enfants de la pauvreté à travers le pays. On est en train de continuer. D'ailleurs, juste l'été passé, on a indexé 2 ans plutôt que... Je vais juste fermer ma caméra. Et bonjour à tous. Là, je suis sorti dans le corridor, je ne parlerai pas trop fort pour pas rien déranger, mais j'ai réussi à poser ma question à M. Trudeau. On va voir ce qu'il va donner comme la suite à ça, voir s'il va honorer sa parole. Donc, j'espère, même si je ne suis pas un fervent, loin de là de M. Trudeau, j'espère qu'il va tenir sa parole puis qu'il puisse débloquer quelque chose le plus rapidement possible pour l'ensemble des enfants québécois, puis l'ensemble des familles. Que sur ce, c'est le téléphone d'un de mes amis et sa batterie à la chèvre. J'ai eu la chance de pouvoir poser ma question et que vous l'ayez vu. Ça fait que je vais continuer le travail que j'ai à faire. Si jamais M. Trudeau veut débloquer des fonds pour l'organisme, c'est clair, ça va être le bienvenu. Mais voilà, j'ai fait ce que je pouvais faire. Que je vous souhaite une bonne soirée. Je vais couper le live. Puis, faut garder espoir. Bonne soirée.